feu. Dans ce cas-là, on appelle ça des retardateurs de flamme. Les retardateurs de flamme, c'est vraiment le produit chimique qu'on retrouve le plus souvent dans le plastique. Et comme on a mis beaucoup de retardateurs de flamme dans le plastique, ces produits chimiques partent aussi au recyclage. Mais avant de vous expliquer comment, patience, nous allons vous raconter une petite histoire. Le feu est un ennemi sournois. Une personne négligente, et c'est l'un de vos proches qui est en danger. Au départ de cette histoire de retardateur de flamme, il y a une obsession vieille comme le monde, la peur du feu. Cette peur va permettre aux industriels d'imposer dans les années 70 des produits chimiques censés retarder la propagation des incendies. Les retardateurs de flamme sont tellement populaires qu'on en met même dans les pyjamas pour enfants. Allez-y monsieur, mettez le feu. Personne ne se pose la question des effets de ces retardateurs de flamme sur la santé. Jusqu'à ce qu'une jeune chimiste de l'université de Berkeley en Californie s'y intéresse. Harlem Bloom, qui a alors 30 ans, s'y intéresse. Jusqu'à ce qu'une jeune chimiste de l'université de Berkeley en Californie s'y intéresse. Harlem Bloom, qui a alors 30 ans. En Californie, s'y intéresse. Harlem Bloom, qui a alors 30 ans, décide de mener une expérience assez simple. Nous avions trouvé une petite fille qui n'avait jamais mis de pyjama avec retardateur de flamme parce que sa mère les achetait en Angleterre. Nous lui avons fait porter un pyjama avec retardateur de flamme et le lendemain matin, nous avons retrouvé des produits chimiques dans l'urine de la petite fille. Le produit en question était mutagène, il transformait l'ADN, ce qui signifiait qu'il pouvait être responsable de cancer. Les travaux de la scientifique ont un retentissement énorme. 3 mois après leur publication, les retardateurs de flamme sont interdits dans les pyjamas. Ensuite, la scientifique décide de faire un break. Sportif le break. Pendant 30 ans, elle escalade les plus hauts sommets du monde, persuadée que l'affaire des retardateurs de flamme est derrière elle. Jusqu'à son retour aux États-Unis en 2006. À ce moment-là, Que l'affaire des retardateurs de flamme est derrière elle. Jusqu'à son retour aux États-Unis en 2006. À ce moment-là, j'avais un chat en bonne santé qui pesait dans les 8 kilos. Et puis il a commencé à devenir de plus en plus maigre, quasiment squelettique. Mon vétérinaire a diagnostiqué une hyperthyroïdie. Et j'ai tout de suite pensé au retardateur de flamme. Alors nous avons fait des prélèvements sanguins sur le chat, j'ai fait analyser des échantillons de poussière chez moi, et dans les 2 cas, les taux de retardateur de flamme étaient énormes. Ce qui a échappé à Harlem Bloom pendant son tour du monde, c'est que depuis l'affaire des pyjamas, l'industrie des retardateurs de flamme n'a jamais arrêté son lobbying. Et toujours au nom de la sacro-sainte peur du feu. Dans leur campagne de communication, les industriels se félicitent d'en avoir mis dans les appareils électroniques, comme les ordinateurs, et tout l'électroménager. À la manœuvre, les fabricants de retardateurs de flamme bromés, ceux qui contiennent un atome qu'on appelle le brome.
DR pour les intimes. À la manœuvre, les fabricants de retardateurs de flammes bromés, ceux qui contiennent un atome qu'on appelle le brome. DR. L'industrie des retardateurs de flammes n'a jamais arrêté son lobbying, et toujours au nom de la sacro-sainte peur du feu. Dans leur campagne de communication, les industriels se félicitent d'en avoir mis dans les appareils électroniques, comme les ordinateurs et tout l'électroménager. À la manœuvre, les fabricants de retardateurs de flammes bromés, ceux qui contiennent un atome qu'on appelle le brome. DR pour les intimes. Si on vous parle de brome, c'est que ça nous concerne tous. Le brome, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais il y en a partout autour de nous. En revanche, pour le détecter, il faut un spécialiste, un vrai, avec toute la panoplie. C'est quoi ce gros pistolet? En fait, c'est un spectromètre portable de fluorescence X. Donc en fait, on va exciter la matière avec un tube à fluorescence X. Non, c'est pas ça du tout. Et puis je dis, ouais, non, mais c'est pas correct techniquement ce que je viens de dire. Ah ouais? Allez, comme la théorie est un peu compliquée, passons directement aux travaux pratiques. En fait, c'est un spectromètre portable de fluorescence X. Donc en fait, on va exciter la matière avec un tube à fluorescence X. Non, c'est pas ça du tout. Et puis Si, c'est bien. je disais, ouais, non, mais c'est pas correct techniquement ce que je viens de dire. Ah ouais? Allez, comme la théorie est un peu compliquée, passons directement aux travaux pratiques. Démonstration. Donc en fait, il suffit de positionner le pistolet sur l'échantillon, d'appuyer sur la gâchette. L'analyse se fait en temps réel. Et je vois notamment qu'il y a pas mal de gros dans ces échantillons-là, à peu près 4300 ppm. 4300 ppm de brome, cela veut dire que dans la télécommande, il y a 4,3 grammes de brome par kilo de plastique. Ça ne vous dit certainement rien. De brome par kilo de plastique. Produit par million, ma femme. Par kilo. Produit par kilo. PPK. Cela veut dire que dans la télécommande, il y a 4,3 grammes de brome par kilo de plastique. Ça ne vous dit certainement rien. Et ça signifie que dans cette télécommande, les fabricants ont mis des retardateurs de flammes bromés. Le gros pistolet nous permet donc de voir si les appareils qui nous entourent contiennent ces produits. Le gros pistolet nous permet donc de voir si les appareils qui nous entourent contiennent ces produits chimiques. Permet donc de voir si les appareils qui nous entourent contiennent ces produits. Le gros pistolet nous permet Le gros pistolet nous permet donc de voir si les appareils qui nous entourent contiennent ces produits chimiques. Et on ne va pas être déçu. Dans le salon, du brome, on en trouve d'abord dans l'ordinateur portable Pro, 600 ppm. Et puis dans la clé USB à côté, là on dépasse les 50 000. C'est énorme. Il y en a aussi dans la multiprise, presque 10 000 ppm. Et c'est dans le chargeur de la perceuse qu'on en trouve le plus, 100 000 ppm. Donc là, on a mesuré quand même une quantité assez importante. Donc tous les produits bruns généralement contiennent ces retardateurs de feu. C'est quoi les produits bruns? C'est donc tout ce qui est téléviseur, magnétoscope, console de jeu. Tout ce qu'on a chez nous, quoi. C'est ça exactement. Trouver des retardateurs de flammes dans les produits qui chauffent, c'est normal.
Dans la cuisine, par exemple, on a détecté du brome dans la vieille télé à tube cathodique, dans la cafetière de Georges Clooney ou la bouilloire rouge de Paul Morera. Mais c'est dans la chambre d'Arsène, le petit garçon qui vit dans cet appartement, qu'on va avoir la plus grosse surprise. Ici, on trouve aussi du brome, pas dans l'ours bleu, mais dans ce petit cube noir qui n'a aucune raison de contenir. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on mesure presque 4000 ppm de brome, hein, quand même. On a pas mal de brome là, dans cet échantillon-là. Et puis là, il n'y a pas vraiment de risque comme un téléviseur que ça prenne feu. Hein. Ça mérite donc des analyses plus poussées. Direction le laboratoire. Quand nous recevons les résultats, un mois plus tard, nous n'avons plus du tout envie de jouer. Dans le cube, le labo a détecté 4 retardateurs de flammes bromés dangereux. Ils ont des noms à dormir debout. Nonabromo-diphényléther, tétrabromobisphénol A ou décabromo-diphényléther. Ces molécules sont considérées comme des polluants organiques persistants, des POP, car elles s'accumulent dans l'environnement et dans le corps et mettent des siècles. Ces molécules sont considérées comme des polluants organiques persistants, des POP, car elles s'accumulent dans l'environnement et dans le corps et mettent des siècles à disparaître. Certaines sont neurotoxiques ou immunotoxiques. D'autres sont des perturbateurs endocriniens, toxiques pour la reproduction et le développement, et cancérogènes probables. Ça vous inquiète? Pourtant, ce n'est pas fini. Les POP, nous ne sommes pas les seuls à en avoir trouvé dans des jeux pour enfants. Plusieurs études confirment nos analyses. Dans ce rapport, publié en 2017, une ONG européenne a retrouvé des retardateurs de flammes dangereux dans des dizaines de cubes, mais aussi dans des robots et des petites voitures en plastique. Dans les jouets pour enfants, ces produits chimiques sont interdits normalement. Mais en lisant attentivement les rapports, on comprend qu'ils se sont retrouvés là à cause du plastique recyclé. Ce sont les plastiques recyclés qui contaminent les jouets. Pour voir comment cela peut arriver, il faut partir aux Pays-Bas. À ce moment de l'enquête, on vous le concède, on ferait bien une pause café sur les bords du canal à Amsterdam. Mais c'est dans une zone industrielle que nous avons rendez-vous. Là-bas, il n'y a pas de café. Bienvenue chez Coolrec, l'un des spécialistes européens du recyclage d'appareils électriques et électroniques. La première entreprise qui a accepté notre demande de tournage. Yep, here we go. Pour ça, on leur dit Dankjewel. Dankjewel beaucoup. Il faut suivre Mike Gordon, le directeur de la production. C'est dans ce hangar que ça se passe. Le plastique trié ici vient de vieux aspirateurs, de fer à repasser ou de téléphones dans lesquels les fabricants ont mis du brome. Il est livré pré-mâché par camion d'air. Celui-là, c'est du plastique qui vient des frigos. Et il est encore mélangé avec un peu de métal et d'aluminium. Et on doit nettoyer tout ça. Avant d'envoyer le plastique au recyclage, il faut lui donner un bain d'eau salée. C'est à ce stade qu'on est censé retirer le plastique qui contient les retardateurs de flammes. Le plastique qui flotte, c'est le bon plastique. Le plastique avec des retardateurs de flammes va couler. Ça, c'est parce que le brome est plus dense que l'eau. À l'intérieur de ces grands sacs, c'est le plastique, normalement sans retardateur de flamme, qui sera vendu pour être recyclé. Ok, on a compris le principe, mais pour être sûr qu'il n'y a pas de brome, on fait comment?
eh bien on interroge le responsable qualité, Peter Smith. Vous mesurez le taux de brome? Non, ça on ne fait pas. On doit envoyer les échantillons à un laboratoire extérieur qui fait les analyses chimiques pour nous. Ok. Mais là, je ne trouve pas les analyses. Et si vous tapez brome, vous ne trouvez pas? Non, non, non. Prenez le temps qu'il vous faut. Hé Mike, tu peux venir? On ne comprend pas le néerlandais, mais on comprend que les analyses de brome sont introuvables. Ce n'est pas obligatoire? D'après ce que je sais, non. Donc comment pouvez-vous être sûr qu'il n'y a plus de produits toxiques dans le plastique? Vous ne pouvez pas le prouver. Non, pas ici, non. Bon, c'est pas tout ça, mais rappelons que nous parlons de produits dangereux. Donc il faut que je vous croise la parole. Effectivement. Là, je pense qu'il est vraiment temps de faire une petite pause. Je crois que vous cherchez quelque chose de complètement différent de ce dont nous avons parlé. Vous pouvez arrêter de nous filmer, s'il vous plaît? Je vous demande, s'il vous plaît, de tout couper. Le monsieur qui vole au secours de son équipe, c'est le directeur de la communication. Au bout de quelques minutes de discussion, bizarrement, nous finissons par arriver à la même conclusion. Ça me surprend. Je pense que vous pouvez le comprendre. Je comprends, moi aussi. Que vous n'ayez pas d'analyse qui prouve que tous les retardateurs de flammes sont enlevés. Je suis entièrement d'accord avec vous. En interne, j'ai la même surprise. Mais nous testons notre plastique. Mais je peux imaginer que quand on parle de retardateur de flamme, on a envie de savoir ce qui leur arrive. Et ça, nous, on ne peut pas le montrer. Pas pour l'instant. Bref, en quittant les Pays-Bas, on n'est pas vraiment rassuré. Sur le chemin du retour, en pensant à notre petit cube noir, on se dit qu'il y a peut-être un bug dans le recyclage en Europe. Et pas qu'aux Pays-Bas. En France aussi, des produits chimiques dangereux sont recyclés avec le plastique. C'est la conclusion d'un rapport publié par l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, en 2017. Mais par l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, en 2017. Mais pour évaluer la gravité de la situation, nous avons besoin d'un coup de main. Voilà. Et là, ce sont tous les documents que vous nous avez envoyés. Olivier Guichardaz est un journaliste spécialiste des déchets et du recyclage. Il a commencé à enquêter sur les plastiques bromés en 2016. Il a un peu d'avance sur nous. Voilà, et ça, ce sont des tableaux que j'ai faits à partir des données de l'INERIS. En s'appuyant sur le rapport de l'INERIS, le journaliste a effectué beaucoup de calculs pour trouver un chiffre clé. En fait, c'est simple. Simple. Il a calculé la quantité de molécules chimiques avec du brome qui se retrouve dans le plastique recyclé. Les résultats sont assez inquiétants. 25 à 50% des substances qui devraient être retenues par le tri. Ça représente à peu près 30 tonnes en 2015. 30 tonnes de molécules polluants organiques persistants qui sont passées à travers le tri et qui ont été recyclées avec des plastiques. Donc ça fait des centaines, des milliers de tonnes de plastique qui sont ainsi contaminés avec ces molécules. Olivier Guichardaz contacte ensuite les industriels et les organismes responsables du tri. Je n'ai jamais eu autant de mal à obtenir des réponses précises aux questions précises que je posais. Jamais. Jamais. Des fois, j'ai dit, mais enfin, ces déchets-là vont où? Ah, on ne peut pas vous répondre. Mais comment ça? C'est des déchets dangereux.
Et vous me dites que vous ne pouvez pas me dire où sont ces déchets dangereux? Ah non, on ne répondra pas. Avec le recul, nous le comprenons. Nous aussi, nous avons eu du mal à obtenir des réponses précises aux questions précises que nous avons envoyées aux principales usines de recyclage. Nous leur avons demandé, par exemple, si elles réalisaient des analyses pour mesurer le taux de brome. Dans le rapport de l'INERIS, 4 usines sont testées. Celles des groupes Suez, de Richebourg, Gallo et Veolia. Les seuls à avoir accepté de participer, c'est l'usine de Veolia, près d'Angers. Ici non plus, c'est pas la Fashion Week. Mais en même temps, on est là pour le brome. On vous résume. Dans ce hangar, on reçoit les vieilles télés. Elles sont démantelées ici. Ensuite, on sépare le plastique du reste. Les métaux, par exemple. Les morceaux de plastique sont envoyés à la broyeuse et ressortent comme ceci. C'est après seulement qu'on enlève les plastiques bromés. Dans cette énorme machine qui fonctionne un peu comme un spectromètre géant. Elle détecte la concentration de brome dans le plastique à cet endroit précis. Et le seuil réglementaire à respecter ici, c'est 2000 ppm. Cela signifie qu'au-dessus de 2000 ppm de brome, normalement, les morceaux de plastique sont éjectés en haut et ne peuvent pas être recyclés. En dessous de 2000 ppm, le plastique repart dans la chaîne du recyclage et peut finir dans des jouets pour enfants. Mais dans son rapport, l'INERIS montre que le seuil de 2000 ppm est souvent dépassé. Interview en présence du responsable de la communication. Sur l'année 2015, on atteint, après le tri, des taux qui sont pour les écrans à tube cathodique de 2884 et pour les écrans plats de 4005. Ouais. Donc ce document, c'est une moyenne qui a été fait sur des échantillons qui ont été faits sur 4 sites. Aujourd'hui, on est bien en dessous des seuils dans les analyses que nous réalisons. Et ce n'est pas notre site qui est concerné par ces résultats. Donc ce que vous dites, c'est que vous êtes les bons élèves et qu'il y en a d'autres, visiblement, qui font beaucoup moins bien leur boulot. Je dis juste que je respecte la réglementation et c'est mon travail. Une nouvelle fois, il faut le croire sur parole, le directeur. Comme toutes les autres usines de recyclage, Veolia refuse de nous communiquer ses analyses. Secret industriel, paraît-il. En repartant, devant les échantillons de plastique qui sortent de la machine, nous allons quand même tenter un truc. Et vous permettez que je reparte avec un petit échantillon? De ça? Ouais. Pour en faire quoi? Pour faire regarder, pour faire de l'illustration, pour... C'est possible? Vous avez des images, je n'ai pas de matière à laisser à disposition. Si vous permettez? Non, c'est bon? Je n'ai pas de pourquoi? Je suis chez moi. C'était pas prévu, mais allons-y. Allez. Pour quelques poignées de plastique, ils sont vraiment durs en affaires chez Veolia. Et ça ira, on n'avait pas besoin. C'est bon? Allez, la dernière. Allez, la dernière poignée et on y va. Bon, vous nous voyez venir. Puisqu'ils refusent de nous donner leurs analyses sur leur plastique, pourquoi ne pas les faire nous-mêmes? La plupart du temps, dans les morceaux de plastique de chez Veolia, le taux de brome, la plupart du temps, dans les morceaux de plastique, Oxford Instruments.
plastique de chez Veolia, le taux de brome, la première ligne sur l'appareil, est sous les 2000 ppm. Mais sur certains morceaux, ça dépasse. Un peu. Ou même beaucoup. Plus de 17 000 ppm. C'est presque 9 fois le seuil autorisé. Cela signifie que la machine super perfectionnée de l'usine modèle peut laisser passer des morceaux avec beaucoup de brome dedans. En discutant plastique bromé avec Olivier Guichardaz, le journaliste spécialisé, on découvre encore plus grave. Pendant des années en France, des plastiques bromés ont été envoyés sciemment au recyclage alors qu'on les savait dangereux. Des plastiques bromés ont été envoyés sciemment au recyclage alors qu'on les savait. Des plastiques bromés ont été envoyés sciemment au recyclage. France. Des plastiques bromés ont été envoyés sciemment au recyclage alors qu'on les savait. Des plastiques bromés ont été envoyés sciemment au recyclage. Sciemment. Sciemment. Alors qu'on les savait dangereux. Pour des années en France, des plastiques bromés ont été envoyés sciemment au recyclage alors qu'on les savait dangereux. Dès 2003, une directive européenne explique que les matières plastiques qui contiennent des retardateurs de flamme bromés doivent être retirés des déchets. À partir de 2006, la directive est mise en place en France. Les plastiques bromés sont comptés, mais ils ne sont pas traités de façon différente. Ils sont soit mis en décharge, soit recyclés. L'essentiel était recyclé. Ça veut dire qu'à partir de 2006, on a recyclé des tonnes de retardateurs de flamme bromés, polluants organiques persistants. Et ça va durer combien de temps? Jusqu'en 31 janvier 2017. Et même encore en partie parce que le tri est mal fait. S'il est sûr de la date, c'est grâce à un document. Ce mail officiel daté du 31 janvier 2017 avec une consigne claire. La fraction bromée des plastiques doit être envoyée dans des sites habilités à incinérer des déchets dangereux. Avant cette date, ce n'était donc pas le cas. Le mail est signé du directeur technique d'Écosystème. En France, cet organisme gère pour le compte de la plupart des fabricants le recyclage des déchets électroniques, vos vieux ordinateurs ou vos vieilles télés. Et vous y contribuez. Quand vous achetez un appareil, vous payez un petit supplément, l'éco-participation. Cette somme est versée à Écosystème qui doit s'en servir pour dépolluer les déchets.
Alors forcément, quand Écosystème accepte une interview, nous fonçons. Il est prévenu, monsieur Brabant. Il arrive, il vient de m'envoyer Super, un SMS. génial, parfait. Il nous donne une heure. Tout à fait. En gros, hein. Je m'aperçois. Bonjour, monsieur Brabant. Bonjour, madame Essay. Vous allez bien? Ça va, et vous? Merci de nous accueillir ici, hein. C'est très sympa. Un plaisir, on est ravis de vous. Très sympa. vous Je vous en prie, entrez. C'est Christian Brabant, le directeur général, qui nous répond. Avant l'interview, une précision. Le rapport de l'INERIS, publié en 2017, a été réalisé à partir d'analyses faites dans 4 usines en 2014 et en 2015. Ça peut aider. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va faire l'interview ici, si vous pouvez vous asseoir ici. J'imagine que vous connaissez ce rapport. C'est un rapport de l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel des risques, un organisme public. Et en 2017, il est dit que le tri devait être amélioré. Alors, que le tri soit amélioré, je partage tout à fait le constat. Là où je ne suis pas tout à fait en ligne avec ce rapport, c'est qu'il y a un site qui a été défaillant. Il y a 4 sites qui ont été testés, donc sur lesquels on a fait des prélèvements. Et la personne en charge du pilotage de la machine sur un des sites a dû s'absenter. Enfin bon, A dû s'absenter. pour des raisons personnelles. Il y a un décès dans ce famille. Ah, Mais c'est malheureux, mais effectivement, je pense que le test aurait dû être mis parce que c'est cette personne Il n'a pas été remplacé, il n'y a eu personne sur la... Cette personne a été remplacée par quelqu'un qui n'avait pas les compétences pour trier la machine. Ce jour-là, il y a une ligne de tri qui n'a pas fonctionné et pas de bol, vous n'avez vraiment pas eu de chance, c'est tombé le jour du prélèvement pour le rapport de l'INERIS. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, c'est pas moi qui invente le problème. On va regarder, si vous voulez bien, nous on va s'arrêter sur ce tableau-là, qui est ici, pour l'année 2014, quand on regarde les concentrations en brome dans la colonne CRT, donc c'est ici, on est à 3458. Donc on est bien au-dessus, mais vraiment bien au-dessus de votre seuil réglementaire. Bon, vous me dites, ce jour-là, il y avait un problème. Non, c'est pas ce jour-là, c'est en 2015 le problème. Il y avait un certain nombre de lacunes dans cette étude et les pouvoirs publics nous ont redemandé de faire des tests avec un protocole plus établi. Donc vous êtes en train de me dire en gros que la première année l'étude a été menée n'importe comment et que la deuxième année pas de chance, il y avait un site défaillant, mais que s'il n'y avait pas eu de site défaillant, ça aurait été formidable. Je dis que la méthodologie de la première étude n'a pas été faite avec une méthodologie rigoureuse qui est celle de l'INERIS. Si vous voulez, ce que je trouve bizarre, c'est on est d'accord que c'est 2014-2015, hein, ça a été fait en 2014-2015. Ces analyses, elles ont été confirmées et republiées dans un rapport de l'INERIS cette fois, mais alors pas du tout en 2014-2015, en 2018. Et là, dans ce tableau, tous les chiffres de l'INERIS sont confirmés. Et le comité scientifique a validé ça. Mais il n'a pas pris en compte la défaillance du site. Il n'a pas voulu prendre en compte la Vous n'avez défaillance. vraiment pas de chance. Oh, c'est fou. C'est la réalité. Est-ce que vous, vos analyses à vous sont publiques? Elles ne sont pas publiques, mais elles sont communiquées au ministère. Nous, en tant que consommateurs, on n'a donc que les chiffres de l'INERIS. Je peux vous garantir qu'on a des bons chiffres et les pouvoirs publics en sont les témoins. J'ai encore une réunion la semaine dernière avec le ministère où on a carte sur table, y compris sur ce site qui a été défaillant. Vous parlez sur parole. Bon, on a travaillé avec un journaliste spécialiste des déchets, je pense que vous le connaissez, qui s'appelle Olivier Guichardaz. Il connaît bien votre secteur. À partir du tableau de l'INERIS, il a mesuré la quantité de molécules chimiques, les POP, polluants organiques persistants, qui partent au recyclage. Voilà. Bonsoir. Pour celui qui feuillette un atlas ou un livre d'histoire, le Maroc apparaît d'emblée comme un vieux pays à la civilisation millénaire, enraciné en Afrique, à 2 pas de l'Europe, monarchie incarnée par le roi Hassan II depuis 1961. Celui qui voyage au Maroc reçoit le choc d'un pays d'une rare beauté et d'un peuple chaleureux. Celui qui s'intéresse aux données économiques mondiales constate que le Maroc réussit son redressement économique en dépit d'une deuxième année de sécheresse, mais au prix d'un coût social important. Celui qui s'intéresse aux relations israélo-arabes sait les efforts déployés par le Maroc en faveur de la paix, sujet d'actualité s'il en est cette semaine. Pour celui qui se préoccupe de la défense des droits de l'homme, même si la connaissance des progrès accomplis ces dernières années, avec notamment l'inscription des droits de l'homme dans la constitution marocaine et la création d'un comité consultatif des droits de l'homme, la lecture du dernier rapport d'Amnesty International appelle encore beaucoup de questions. De tout cela, nous allons parler, mais aussi de l'intégrisme musulman, des relations entre le Maroc et la communauté européenne, du conflit en Bosnie ou des mesures... L'intégrisme.
De tout cela, nous allons parler, mais aussi de l'intégrisme musulman, des relations entre le Maroc et la communauté européenne, du conflit en Bosnie ou des mesures proposées par Charles Pasqua concernant les étrangers en France. Bonsoir Majesté, merci de recevoir cette sur-7 au Palais Royal à Rabat, au moment où le Maroc, disent tous les observateurs étrangers, est à un tournant politique. Nous sommes vendredi soir et nous enregistrons cette émission quelques heures à l'avance. Alors parlons, si vous voulez bien, d'abord de la monarchie, pour que les Français comprennent bien, qui fait ici l'objet d'un réel consensus et qui a ici une très forte légitimité. Dans un livre que vous avez publié chez Plomb il y a quelques semaines, qui s'appelle Mémoire d'un roi, vous dites à Éric Laurent, qui vous interroge, ce que Dieu m'a donné, Dieu seul peut me l'enlever. Alors comment est-ce que vous conciliez ce lien qui apparaît d'ordre divin avec la volonté d'être un monarque constitutionnel? Tout d'abord, madame, je vous souhaite la bienvenue au Maroc. Constitutionnel. Tout d'abord, madame, je vous souhaite la bienvenue au Maroc et à travers cette émission, je vous souhaite la bienvenue au Maroc à tous ceux qui regarderont cette émission et j'espère qu'elle leur donnera satisfaction. Je crois qu'on a donné un sens qui n'est pas le vrai à la phrase que j'ai écrite, ou que j'ai dite. J'ai parlé à ce moment-là comme individu. C'est-à-dire que lorsque Dieu donne à un individu quelque chose, personne ne peut le lui refaire. Lorsque Dieu gratifie l'une de ses créatures de quelque chose, seul lui peut reprendre ce qu'il a donné. C'était le citoyen, c'est le citoyen, c'est l'homme, c'est le croyant, c'était pas l'autre. Alors, depuis septembre dernier, la Constitution, ou plutôt c'est la Constitution de 1971 qui a été révisée, on a noté beaucoup de points communs avec la nôtre. Alors, il y a l'article 24 qui explique que le Premier ministre est le ministre, l'article 59, où le programme du Premier ministre est débattu à la Chambre et doit faire même l'objet d'un vote. L'article 40, je vois foncer les sourcils, j'espère que je ne me trompe pas. L'article 40, commenté d'ailleurs largement par le doyen Vedel, qui montre un progrès majeur avec la possibilité de créer des commissions d'enquête parlementaires. Alors je voulais savoir si cette évolution vers un système politique moderne correspondait à l'évolution de la société marocaine, ou si pour vous c'était indispensable pour vous rapprocher d'une Europe, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, avec laquelle vous souhaitez avoir des liens. S'il y a eu une telle avance dans la Constitution marocaine, c'est parce que j'ai légiféré en tout premier lieu pour les Marocains. J'ai considéré aussi que le développement économique et social devenait de nos jours un élément très important dans la vie du pays. Et c'est pour ça que je considère que les constitutions devraient presque s'appeler des constitutions de managers ou de managers. J'entends le terme d'efficacité parce que vous employez celui de management, c'est donc cette idée-là. C'est l'efficacité. Alors, il y a des élections législatives qui vont avoir lieu ici le 25 juin. Les partis d'opposition se sont mis d'accord sur un front commun, un programme commun. Imaginons qu'ils l'emportent. Est-ce que la Constitution voudrait que vous nommiez un Premier ministre? Est-ce que vous seriez d'opposition à ce moment-là? Est-ce que vous seriez dans une situation de cohabitation? Non, puisque dans votre introduction, vous avez voulu, à travers cette première question, essayer de donner un éclairage à vos spectateurs qui ne sont pas marocains, un éclairage sur la monarchie marocaine, sur la constitution marocaine, je tiens d'abord à faire une mise au point. Le mot opposition ne doit pas être pris ici comme ailleurs. Ici, l'opposition n'est pas à la personne Dieu. L'opposition n'est pas pour avoir un autre roi qui est dans l'alternative. Donc l'opposition, c'est l'opposition par rapport au gouvernement en place. Mais j'ai dit que la monarchie d'ailleurs était aujourd'hui absolument contestée. Donc, le fait de voir comme une percée extraordinaire que je prenne comme Premier ministre un homme de ceux qui étaient dans l'opposition ne constituerait pas du tout une première extraordinaire. Elle ne serait que la logique si l'on voulait suivre implacablement la logique de la Constitution. Si bien qu'avoir un Premier ministre d'opposition vous poserait, considéré faisant partie des partis d'opposition aujourd'hui, ne vous poserait aucun problème. C'est donc envisageable? C'est plus qu'envisageable. Et je suis sûr que celui que je choisirai se considérera comme étant privilégié sur le plan de la confiance que je lui fais. Et c'est certainement très heureux de travailler à mes côtés, car en plus de cela, j'entretiens des rapports personnels avec beaucoup de monde de tous ces partis d'opposition. L'opposition à l'ancienne majorité.
L'un des paradoxes marocains pour un certain nombre d'observateurs, peut-être même avertis, direz-vous, c'est que le multipartisme existe ici. Il est d'ailleurs reconnu par la Constitution depuis 61 qui a interdit le parti unique. Il y a des élections et des véritables campagnes électorales. Il y a des multiplicités de journaux, de titres de journaux qui représentent une palette d'opinions, de toutes tendances. Mais quand vous organisez un référendum pour l'approbation de la nouvelle Constitution dont nous parlions à l'instant, ce référendum obtient 99,96% de participation. De participation. Et là-dessus, 92% de oui. Mais les partis d'opposition appelaient à l'abstention. Est-ce qu'on peut considérer que l'abstention dans ce pays ne correspond qu'à 0,04%, puisque c'était le mot d'ordre, d'opinion? Et à ce moment-là, est-ce qu'au fond, cette question, je pense que ça ne permet pas de s'interroger sur le degré d'ouverture démocratique que vous souhaitez faire? Très franchement, j'ai horreur de cette disposition qu'on se donne à soi-même. La Constitution aurait-elle été acceptée par 51,5, qu'elle s'imposait à tout le monde. C'est clair. Donc. Et il n'y aurait même pas eu nombre d'un débat. Non, même pas nombre. Alors, pourquoi donc être masochiste et aller chercher des chiffres s'ils n'étaient pas réels? Et je vous dis une chose. Même les gens qui ont demandé de s'exprimer n'ont pas empêché physiquement les gens d'aller voter. Ça, on peut le prouver. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun écho. Non. Au fond de même, ils savaient qu'il fallait qu'ils prennent une position, mais je suis sûr et certain que beaucoup de militants des partis politiques sont allés voter. Alors, pour rester un instant sur le point de vue électoral, l'opposition, après les municipales qui ont eu lieu ici à l'automne dernier, avait protesté en disant qu'elle n'avait notamment pas eu communication des résultats officiels, notamment dans les villes où elle avait été battue. Aussi, elle avait-elle demandé des garanties pour les élections législatives à venir. Ces garanties, vous les avez accordées? Je pense qu'on ne pouvait pas leur donner plus de résultats que ce qu'on leur a donné. J'ai insisté personnellement et auprès du ministère intéressé à savoir l'intérieur, pour leur donner le maximum. Maintenant, c'est pour l'étude. Je sais que vous êtes juriste, c'est pour votre curiosité juridique, intellectuelle, nous ferons parvenir le document et vous verrez qu'ils ont été communiqués. Mais le problème n'est pas là. Le problème est, c'est que je souhaite que nous passions d'une étape à une seconde. Donc on n'avait pas choisi un endroit. Je peux dire que parce que la communauté marocaine était nombreuse. Salut aussi les téléspectateurs. D'ailleurs, leur origine, De voter. de pouvoir voter un jour, pour l'instant ça n'est pas possible, mais un jour et aux élections locales ou pas. Je suis. Franchement. Je suis. Je l'ai dit devant le président de la République lui-même, M. Mitterrand, quand je l'ai reçu à Paris, au cercle militaire, à Paris, devant la colonie marocaine. Mais là, ce sont devant tous les Français. Comment? Là, ce sont devant tous les Français. Mais il y avait des Français, ça a été repris. Oui, non, là, je veux dire, ce soir. Et je leur dis, vous n'avez pas à vous remplir la tête et l'esprit le soir en allant dormir de problèmes électoraux qui sont avec vous. Car en définitive, vous n'êtes pas Français. On cherchera toujours vos voix pour un apport et on vous oubliera par la suite et vous n'aurez même pas la pudeur. Je les connais, les Marocains. Ils sont pudiques. Ils n'iront même pas le lendemain demander l'euro-dollar. Alors, c'est pas la peine. Ça ne marchera pas, c'est pas la peine. Mais alors, à partir du moment. Je m'excuse, je peux employer un terme. Ah oui. Ça nous mènera à des magouilles. À des magouilles. Et ça, je ne veux pas. Les relations entre le peuple français et le peuple marocain ont toujours été ce qu'elles ont été. On s'est affrontés, on s'est embrassés. On n'a jamais magouillé. Je veux qu'on en reste. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'à partir du moment où vous considérez que l'intégration n'est ni souhaitable, ni possible, ce soit à terme gros de risques de conflits, de coexistence difficile? Mais je vais vous dire une chose, vous avez devant vous un intégré sans place. C'est-à-dire? Je pense que je suis intégré dans la société française, dans le raisonnement français, dans ce que peuvent penser les Français, aimer ou ne pas aimer les Français. Mais c'est pas pour ça que je vais lever mon doigt, je veux le droit de faire. Vous reconnaîtrez, Sire, que vous n'êtes pas absolument typique. Comment? Vous n'êtes pas absolument typique. Vous êtes plus privilégié que la majorité de ceux pour qui se pose le problème. Non, disons que je suis d'une génération qui devient atypique. J'ai eu la chance, ma génération et moi, d'avoir une éducation, une formation que nous n'avons plus.
Mais enfin, ça va nous relancer dans la francophonie et les échanges culturels, c'est pas la peine, c'est un autre dossier. Mais enfin, nous sommes bien intégrés, mais tout en restant. Et alors, parce que ça c'est une question qu'en France, je crois, ne se pose pas assez, est-ce que vous considérez que les travailleurs marocains et leurs familles qui sont en France sont traités de façon équitable ou pas? Parce qu'en France, évidemment, on se demande toujours si eux se comportent de façon équitable ou pas. Mais il y a l'autre aspect des choses. Est-ce que de votre point de vue, ils sont traités de façon équitable ou non? Vous voulez une réponse franche? Ah oui, absolument, c'est la règle de l'émission. Eh bien voilà, je pense que là où vous allez, et c'est pour ça que je ne veux pas que mes paroles soient considérées comme blessantes par les uns ou par les autres. Mais quelques Français que vous preniez, qu'ils soient au sud-est, au sud-ouest, en Corse, dans le nord particulièrement, ou dans la vallée du Rhône, quand vous dites alors le Marocain, ils disent si tous étaient comme les Marocains. Et je ne dis pas plus. Alors, il y a un état de fait aujourd'hui qui existe. Il y a un état de fait et qui est que beaucoup d'argent existe dans la communauté européenne, même s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, même si le niveau de vie n'est pas encore suffisant, mais disons qu'en gros, il est quand même très élevé. Et qu'en revanche, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le Maghreb avec un taux de natalité très élevé et qu'eux ont un niveau de vie qui est moindre. Est-ce que vous croyez que dans ces conditions, avec, si j'ose dire en simplifiant beaucoup, d'un côté l'argent et de l'autre côté les hommes, est-ce que vous croyez qu'on peut espérer vraiment, durablement stabiliser les populations là où elles se trouvent? Je pense personnellement, parce que tout est une question d'ambition. Toute une question d'ambition. Si ceux chez qui nous avons travaillé nous font travailler avec l'ambition de nous promouvoir, de nous donner une formation, ils ne renverront pas des citrons pressés. Ils renverront des gens qui, dans des ateliers de formation, pourront être formateurs eux-mêmes. Et la dignité humaine s'en trouvera revalorisée. C'est une valeur ajoutée. Ce serait une valeur ajoutée. C'est-à-dire que pour vous, le bon, entre guillemets, travailleur immigré, c'est en réalité celui qui va acquérir une formation professionnelle supplémentaire. Exactement. Et qui revient chez lui. Merci. Majesté, est-ce que vous accepteriez de recevoir Jean-Marie Le Pen? Comment? Est-ce que vous accepteriez de recevoir Jean-Marie Le Pen? Comme ça, pour le plaisir. Parlez. Parler de quoi? Vous savez, moi, quand on est président du sommet arabe et qu'on a reçu M. Shimon Peres, on peut recevoir, j'ai le courage de mes opinions. Le jour où je penserai que M. Jean-Marie Le Pen peut m'apporter quelque chose, où je peux peut-être le ramener sur certaines de ses idées, bien, pourquoi pas? Majesté, pendant que vous dialoguiez avec Alain Duhamel, nous avons fait un certain nombre de sondages. Le service d'études politiques, la SOFRES, a fait des sondages auprès de l'échantillon représentatif de la population. La première question qui est posée, estimez-vous que le roi Hassan II a bien fait d'intervenir auprès des ressortissants marocains dans l'affaire du voile islamique? 78% des Français interrogés approuvent, et un Français non. J'ai lu le sondage. Alors nous allons quand même diffuser le résultat du second, où la question était: la religion islamique est-elle selon vous, question posée à un public français bien entendu, la religion islamique est-elle selon vous conciliable avec les lois françaises? Oui, 42%, non, 49%, sans opinion, 9%. Toujours pas de commentaire. Si, hein. Pardon? Oui. Je pense que la couleur du milieu, qui est le nom, ce sont peut-être qu'ils appartiennent à une classe laïque, mais qui ne comprend pas la profondeur de la laïcité, et qui ont fait un mur. C'est peut-être une incompréhension. Bien, Majesté, nous allons à SVP pour une autre question. Geneviève Moll. Tout à fait, Majesté. Que pensez-vous, après tout ce que vous venez de dire, des mariages mixtes? Geneviève, il faut répéter votre question. Majesté, que pensez-vous, après tout ce que vous venez de dire, des mariages mixtes? Oh, madame, ce que je pense des mariages mixtes est très clair. C'est que c'est vraiment le calcul des probabilités le plus improbable. Pour un qui réussit, il y en a 100 qui échouent. Je pense qu'il est préférable
de laisser les choses aller comme elles sont, sans être ni pour ni contre, mais tout au moins, il faut quand même considérer l'environnement. Il y a beaucoup, on parle tous actuellement d'environnement, mais l'environnement est beaucoup plus important. Il y a l'environnement historique, il y a l'environnement de l'authenticité, il y a l'environnement tout court, et l'environnement continental, linguistique, religieux. Je sais que je ne recommande pas les mariages mixtes, ni dans un sens, ni dans un autre. Jusqu'à présent, n'ont pas donné les résultats escomptés. Jean Daniel, pour un quart d'heure. Jean Daniel, directeur du Nouvel Observateur. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais allez-y, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je vais essayer. Je reviens une seconde sur l'islam. Oui. Parce que c'est vrai qu'elle a sa dimension cocasse, peut-être truculente, comme vous l'avez, et vos positions ont été extrêmement nettes. Dans certaines manifestations, elle a évoqué tout de même quelque chose de profond. Voulez-vous parler plus fort? Dans les manifestations qui ont eu lieu à ce propos, cette affaire a eu quand même manifestation, quelque chose de profond. Voulez-vous parler plus fort? Dans les manifestations qui ont eu lieu à ce propos, cette affaire a eu quand même quelque chose de profond dans la mesure où elle avait évoqué le sort, les droits, la condition de la femme. Et il n'y a pas que les Français qui ont été sensibles. Je sais que vous êtes très préoccupés par... nous avons eu l'occasion de discuter de l'intégrisme. J'ai été très frappé parce que tous les textes intégristes que l'on voit maintenant en Tunisie, en Algérie en particulier, sont centrés, polarisés sur la question de la femme, sur l'idée que l'Occident est une source de souillure et de dépravation, qu'il n'y a plus de respect pour la femme, que la femme est sujette aussi de l'homme, et ce mouvement, au lieu de se dissoudre au contact de l'Occident, semble se renforcer. Et c'est peut-être ça qu'il y a dans l'inconscient, à la fois de ceux qui se crispent sur une laïcité, pas en profondeur comme vous disiez, et à la fois sur ceux qui brandissent une réaction contre l'Occident. Alors la question, c'est quelle est, selon vous, à l'égard de la femme, la position de l'islam, la position du Maroc, la vôtre, dans sa situation vis-à-vis de la société, de l'homme, de son rôle. Et est-ce que l'Occident constitue une sorte d'agression contre une forme de statut que la femme aurait selon la loi, si vous me permettez, coranique? Il ne saurait y avoir d'interprétation ni d'imam, ni d'émir des croyants, ni de moufti, ni de quiconque, quand la loi, soit coranique, soit celle des traditions du prophète, est claire. Le prophète a dit très clairement, l'homme et la femme sont des frères siamois devant les droits et les obligations. Il n'y a rien qui justifie la suggestion de la femme. Rien. Ni l'infériorité. Rien. Je peux même vous dire un petit exemple. De tout temps, la femme, chez nous, a pu exercer une profession, c'est pas. De tout temps, elle a pu disposer de son argent. Chez vous, ça n'a commencé qu'en 36 et qu'en 48. Je faisais mon droit à ce moment. Je me rappelle des dates. Rien n'oblige la femme à déclarer l'argent à son mari. Et quand la femme veut, quand une femme hérite, qu'elle a son argent, elle a le droit de choisir l'administrateur qu'elle veut, que son mari soit d'accord ou pas d'accord. Vous admettrez que la civilisation arabo-musulmane conduit la femme à une discrétion, à un enfermement relatif dans certaines sociétés, à un enfermement relatif dans une certaine société. Comment cela? Les pays musulmans que je traverse sont souvent des pays où la femme est absente. Parce que tout simplement, ils n'ont pas mis les lunettes qu'il fallait pour lire leur texte. Donc, c'est tout. Donc il y a une force sociale tout de même qu'on ne peut pas sous-estimer. Moi, je pense que notre société est très bien équilibrée, il l'a toujours été.
Et du reste, quand vous venez à Casablanca et que vous êtes invité à Rabat ou à Casablanca, Non, ça j'en vois beaucoup. vous en voyez beaucoup, des professeurs, des patrons de maisons d'assurance, des banquières, des femmes de commerce, des médecins, des spécialistes. Et nous faisons tout au contraire pour les encourager. Vous admettez que l'intégrisme ou le fondamentalisme se réfugie comme dans un âge, c'est ça? Moi, je pense que la France a une chance dans ce domaine, c'est d'être plus riche que l'anglais. En anglais, ils n'ont que le mot intégriste, le fondamentalisme. Le français a le mot intégriste et fondamentaliste. Le Maroc est fondamentaliste, c'est pour ça qu'il est sunnite et qu'il n'a qu'un seul rite qui est le rite malékite. Donc nous sommes fondamentalistes. Mais justement, le fondamentalisme nous interdit l'intégrisme. Et là, on va passer à un autre sujet, si vous voulez. Écoutez, on célèbre beaucoup d'anniversaires en ce moment. Et tout d'un coup, le fait qui m'a frappé, c'est qu'on en a oublié un. Il y a 30 ans, en 1959, c'était l'année de la décolonisation. 17 pays ont accédé à l'indépendance. Et le monde, l'Europe, l'Occident, ont regardé vers ces pays nouvellement indépendants, espérant une certaine sagesse, se penchant sur ses besoins. Aujourd'hui, 30 ans après, ce même monde regarde avec une plus grande considération, du fait d'un sentiment d'échec, dont vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est les pays de l'Est qui s'émancipent avec cette dimension épique que vous savez. Alors, est-ce que la question, c'est qu'est-ce que vous inspire ce sentiment d'échec de 30 années après l'indépendance? N'avez-vous pas de crainte que l'Europe, l'Occident, le monde s'intéresse davantage aux pays de l'Est aux dépens des pays du Maghreb, pour ne pas parler du tiers-monde en général? Et quel est votre sentiment? Mon sentiment est un sentiment de soulagement, de grande admiration pour M. Gorbatchev. Je n'ai pas manqué de le dire, même aux occasions les plus solennelles, à l'ouverture du Parlement, par exemple, en attirant l'attention des représentants de ce pays, en leur disant « Attention, revoyez les foyers de vos jumelles. Tout change, analysez autrement. » Personnellement, je ne peux qu'applaudir de voir que, dorénavant, ce qui se passe ne fait que renforcer mon idée géopolitique, celle que j'avais toujours, à savoir qu'il n'y aurait plus de conflits horizontaux en Europe. Et je me disais, à partir du moment où il n'y a plus de conflits horizontaux, parce que les uns et les autres avaient des têtes nucléaires, aussi destructives les unes que les autres, mon Dieu, que va-t-il se passer? Ils vont être verticaux. Tout ce monde-là va se défouler verticalement. Grâce à Dieu, personne ne se défoule plus, ni verticalement, ni... On parlait de l'Europe. Et c'est la percussion sur le matin. On parlait de l'Europe. Et ni verticalement, ni... On parlait de l'Europe. Personne ne se défoule plus, ni verticalement, ni... On parlait de l'Europe. Et c'est la percussion sur le Maghreb. Quand j'ai eu le plaisir de présider ici la conférence France-Afrique du suivi des ministres des Affaires étrangères, en présence de M. Roland Dumas, il était là. J'ai prononcé un discours et j'ai dit aux Africains, surtout que ce rapprochement Est-Ouest ne nous fasse pas peur. Qu'il ne nous fasse pas peur, au contraire, préparez-vous pour le rendez-vous, car l'Europe s'est faite bien tranquillement pour 92 sur un matelas de clientèle de 330 millions. Et là, voilà qu'il va se retrouver avec un marché de 700 millions de consommateurs. La différence, d'où elle va la prendre? C'est-à-dire que nos pommes de terre seront plus arrêtées au printemps. On verra d'un autre œil nos oranges, nos blue jeans, notre manufacture, notre artisanat, tout ce que nous produirons, nos matières premières. Et je disais aux Africains, soyez prêts, car il y a un vide qu'il faudra remplir, et un marché de 330 millions ne se reconvertit pas du jour au lendemain pour 700 millions. Alors là, nous sommes là, c'est tranquille que les choses... Moi, je vois cet aspect-là avec beaucoup de sérénité, au contraire. Vous ne m'avez pas dit ce que vous pensiez sur le sentiment d'échec des 30 années. Pardon? Vous ne m'aviez pas dit ce que vous pensez sur le sentiment d'échec sur les 30 années. Sur les 30 années? Oui. Des pays de l'Est? Non.
sur les 30 années des pays qui se sont décolonisés. Des pays de l'Est. Non, sur les 30 années des pays qui se sont décolonisés et sur lesquels on pariait avec tellement d'espérance. Mais vous savez, ce n'est pas de leur faute, monsieur le journaliste. Je peux me répondre 5 minutes ou 2 minutes là-dessus Ça dépend de Virieux. Bien. Mais je pense que c'est très important. Bon, les Français et les Anglais, quelques autres pays européens débarquent en Afrique. Et tout à coup, sans demander à personne son avis, ils apportent les 3 pouvoirs, la République, le Parlement, et ainsi de suite. Et des frontières qui sont coupées à la règle, coupant des tribus en deux, coupant des sociétés en deux. Alors que ces gens-là n'ont jamais entendu parler de ce système. Bon, c'était le chef qui gouvernait avec le consensus. Nous le savons, nous. Nous avons vécu avec ces pays d'Afrique. Et quand la colonisation est partie, alors ils sont revenus à leur mœurs, mais à l'état moderne. Le chef du clan n'est plus resté chef du clan, mais il est devenu le chef du parti unique. La séparation des pouvoirs qu'ils n'avaient jamais pratiquée, pourquoi voulez-vous? Ils ont trouvé le moyen de la remettre à leur goût. C'est à mon avis leur jeter la pierre. Ils n'ont jamais été préparés à cela. Alors, je pense qu'il faut leur rendre cette justice. Et maintenant, du reste, le choix va être plus facile pour eux. Ça sera plus dur. Là, à mon avis, les 180 degrés qu'ils vont faire, parce qu'ils sont faibles, seront beaucoup plus difficiles à traverser que celui non soviétique. Mais les pauvres, ils en verront de vertes et des pas mûres. Il faudra qu'on les aide dans les pays africains. Parlons avec le président Mitterrand et au nom des Arabes. Est-ce que votre position n'est pas un tout petit peu plus malaisée depuis que l'Union du Maghreb uni ne peut pas ne pas se ressentir d'une recrudescence de l'affaire saharienne et donc de vos rapports avec l'Algérie pour être plus carré que peut-être vous voulez l'être? Vous savez, ces gens d'années, je me suis réveillé un bon matin et puis j'ai écrit comme ça une phrase dont j'ai fait mon leitmotiv qui est la suivante. L'Union mais les pauvres, ils en verront de vertes et des pas mûres. Il faudra qu'on les aide dans les pays africains. Parlons avec le président Mitterrand et au nom des Arabes. Est-ce que votre position n'est pas un tout petit peu plus malaisée depuis que l'Union du Maghreb uni ne peut pas ne pas se ressentir d'une recrudescence de l'affaire saharienne et donc de vos rapports avec plus carré avec le président Mitterrand et au nom des Arabes? Est-ce que votre position n'est pas un tout petit peu plus malaisée depuis que l'Union du Maghreb uni ne peut pas ne pas se ressentir d'une recrudescence de l'affaire saharienne et donc de vos rapports avec l'Algérie pour être plus carré que peut-être vous voulez, et donc de vous ressentir une recrudescence de l'affaire saharienne, et donc de vos rapports avec l'Algérie pour être plus carré que peut-être vous voulez l'être. Vous savez, ces gens d'années, je me suis réveillé un bon matin et puis j'ai écrit comme ça une phrase dont j'ai fait mon leitmotiv qui est la suivante. Il faut savoir gérer les inconvénients des vastes dessins. J'en parlais pour le Sahara. C'est encore plus valable pour le Maghreb. Bon. L'expéditeur nous en avait encore peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais rien ne dure. Ni le bon, ni le mauvais. Or, nous ne pouvons pas être plus au creux de la vague que nous le sommes actuellement. Dans vos rapports avec l'Algérie? Oui, je pense, c'est d'une façon générale. Alors, donc, puisque les choses changent, ça ne peut aller que vers le haut de la sinusoïde, donc on ne peut pas être au plus bas. On va vivre dans l'espérance. Comment? Après avoir vécu dans l'angoisse, on vit dans l'espérance. Mais tout homme d'État, tout chef d'État, tout responsable d'une entreprise se doit d'être optimiste. S'il n'est pas subtil et pessimiste, il vaut mieux qu'il aille prendre sa neuvaine, sa retraite définitive dans un couvent quelque part. Est-ce que vous placez dans ces mots inévitables et à gérer les affaires dans le monde arabe turc, c'est-à-dire le Liban d'abord, et ensuite Israël et les Palestiniens? Et pour cerner ma question, et ensuite Israël et les Palestiniens, c'est-à-dire le Liban d'abord,
et ensuite Israël et les Palestiniens. Et pour cerner ma question, est-ce que vous avez l'impression que les accords de Taïf, dont vous avez été l'un des initiateurs, faisant partie de la commission tripartite, n'ont pas fait trop de concessions à la Syrie, et croyez-vous la Syrie consciente et capable de les respecter? Personnellement, si je n'avais pas cru la Syrie, je vais commencer par le deuxième, si je n'avais pas cru la Syrie capable d'un minimum de crédibilité, j'aurais dit aux deux chefs d'État qui sont des amis, quels que soient les problèmes que j'ai avec l'Algérie, le président Chari est un homme qui m'est très cher. Et Dieu m'est témoin que nous nous aimons beaucoup. J'aurais dit au creux de l'oreille, écoutez, n'essayons pas, c'est pas la peine, la Syrie n'acceptera jamais. Nous l'avons tous crédité, chacun pour sa part. Crédité d'un minimum de sérieux et de volonté de faire. Mais il n'y a pas que la Syrie, il y a les Libanais eux-mêmes, il y a ce faux problème des chrétiens et des non-chrétiens. Il y a la présence Le problème de la Haoun est un vrai problème. Mais c'est un faux problème, ils ont vécu là pendant des siècles. Est-ce que vous pourrez contribuer à empêcher le bal sang? Comment? Est-ce que vous pourrez contribuer à empêcher le bal sang qu'on nous annonce tous les jours? Tant qu'il restera un espoir, M. Jean-Daniel, tant qu'il restera un espoir, c'est dans cette partie du globe et du monde que je mettrai le plus de mes efforts, modestes, entre autres, car les fils d'Abraham, les adorateurs de Dieu, on a l'occasion de montrer qu'ils peuvent vivre, frère, comme ils l'ont vécu, et qu'ils peuvent faire quelque chose. Ce sont ceux-là qu'il faut aider. C'est le seul moyen que nous avons d'échapper à l'intégrisme, et un intégrisme à rebours. Car vous aussi, vous avez votre intégrisme dans l'Église. Oui. La dernière question, écoutez, Israël, on n'a pas parlé, ce qui est dommage, à moins que vous demandiez à Virieux de prolonger. Majesté, vous êtes depuis 29 ans maintenant. Presque. Oui. En tout cas, ça fait 4 septennats et quelques. Oui. Nous étions quelques-uns à vous prévoir quelques années à notre confusion et maintenant à notre joie. Ça démontre une immense stabilité. Je crois qu'elle vous est disputée que par le président Houphouët-Boigny en ce moment. Cette stabilité demande de l'autorité. Cette autorité est toujours le fruit de quelques bavures. Alors il y a des gens qui vous aiment, qui vous respectent, qui savent reconnaître le rôle que vous jouez comme interlocuteur de tout ce qu'il y a de force de paix dans le monde, et qui disent tout de même, qui espèrent votre clémence sur un certain nombre de problèmes. Je sais, je crois savoir que les choses sont en préparation, et pour ne pas les compromettre, seulement pour ne pas les compromettre, j'accepte de ne pas les citer, mais on espère le retour de certains enfants, le retour de certains prisonniers, et je pense que c'est digne d'un roi tel qu'il est décrit partout d'avoir des gestes de clémence. Et pour ma part, j'attends, comme vous savez, à chacun de nos entretiens. Vous me prenez par le côté le plus faible, à savoir le narcissisme. Tout homme est narcissique, monsieur Jean-Daniel. Si je pouvais servir la cause avec votre narcissisme, je suis prêt. Sans pour autant que je me noie, car je n'ai pas de nymphe écho. Mais je vous dirais tout simplement ceci, c'est que tout ce qui peut, non pas améliorer mon image ou ce qui reste devant moi est certainement moins que ce qui est passé. Mais ce que je veux surtout, c'est que mon comportement soit un livre qu'on puisse lire clairement et dans duquel on puisse retirer quelques enseignements. Et soyez assurés que je suis d'abord profondément, je suis un homme bon, foncièrement. Le prophète disait qu'il ne se mettait en colère, et c'était un homme bon aussi, comme tous les saints et les prophètes, qu'il ne se mettait en colère que lorsqu'étaient violés les enseignements sacro-saints de Dieu. Bon. Alors, comme vous dites, les choses mûrissent. Laissons-les mûrir.
Espérons. Moi, Majesté, je n'ai pas prononcé de nom. Est-ce que vous me donnez un espoir? En fait, il ne faut pas toujours vous prévaloir de notre amitié pour aller plus loin qu'il ne Ben, faut. ami, Mais dès qu'on a su que vous me disiez vous n'aurez de mon amitié, je me suis senti beaucoup plus de devoir. Et d'ailleurs, ils sont tous venus chez moi, mauvais contents. Ah bon? Eh bien oui. Il va falloir que je vous écoute dans ce cas-là. Oui. Pour seconde année, nous en reparlerons, mais si j'aurais pu vous dire, monsieur Jean-Dalé, nous parlons pas de ce problème. Nous en parlerons, mais... J'en ai peu parlé. Comment? J'en ai peu parlé. C'est suffisant, je pense. Merci Jean-Daniel. Nous retournons à SVP. D'autres questions, Geneviève Moll? Tout à fait, beaucoup d'autres questions et une question, Majesté, qui revient assez souvent. Le rapport d'Amnesty 89 est accablant pour le Maroc et notamment pour les tortures dans les prisons. N'êtes-vous pas, Majesté, troublée par ce rapport? Que comptez-vous faire pour remédier si les tortures existent dans vos prisons? Je ne sais pas, madame, quel est mon taux de crédibilité dans ce domaine. Mais je puis vous assurer une chose, c'est que si je savais que le 1% de ce qui est écrit dans ces rapports que je n'ai jamais lu existait, je puis vous assurer que je n'en dormirai pas, que je ferai d'abord ce qu'il faudrait pour que cela cesse. Deuxièmement, alors là, c'est très grave, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. J'ai fait demander à Amnesty International de venir. Je lui ai fait demander officiellement, je lui ai fait demander personnellement, pas beaucoup d'amis, dont un très cher ici, assis à ma droite, M. Jobert. Je parlais de ce problème, il m'a dit, vous savez, j'en parle, je suis un Marocain, j'en parle avec autant d'indignation que vous, faites quelque chose. Et je lui ai dit, bien, rendez-moi service, dites à Amnesty de venir. Et j'ai dit à mon ministre de l'Intérieur de leur écrire, et je les attends tous. Enfin, quand même, vous avez bien parmi vos téléspectateurs des sémiologues. Je n'ai pas la tête d'un bonhomme qui torture à longueur de journée, qui trouve le moyen de dormir, de bien faire son travail, de rire, de sourire, d'embrasser ses enfants et d'avoir le culot par-dessus le marché d'aller serrer les mains de chez Pétard. Alors j'attends Amnesty International. C'est elle qui répondra. Et je pense qu'elle sera conforme. Bien, Majesté, nous allons enchaîner avec un autre sondage qui concerne la question posée. Pour un pays comme le Maroc, pensez-vous que les changements en Europe, s'entendant au sens de changement dans les pays de l'Est aussi bien que dans la communauté, auront des effets positifs, négatifs, sans opinion, positifs 63%, positifs, entendant au sens... la question posée... Pour un pays comme le Maroc, pensez-vous que les changements en Europe, s'entendant au sens de changement dans les pays de l'Est aussi bien que dans la communauté, auront des effets positifs, négatifs, sans opinion, positifs 63%, négatifs 13%, sans opinion 24%. C'est donc si vous voulez, un domaine dans lequel votre argumentation est très partagée par les Français. Hubert Duroy, pour un quart d'heure. Ça passe vite. Ça passe vite. Bonsoir, Sire. Bonsoir. J'aurais encore des questions à poser